Amis camping-caristes, bonjour. Alors, je suis toujours dans mon camping-car. Nous sommes toujours à Contrexéville pour la cure. Et j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo qui va parler d'isolation, de chauffage, de climatisation. Je vais revenir là-dessus. Avant, je tiens à préciser que je n'ai rien à vendre. Je ne fais aucune communication commerciale, je n'ai aucune rémunération, même pas pour YouTube, où je pourrais me faire rémunérer, aucun sponsor, aucun prêt de matériel. Tout ce que je vous fais voir, c'est du matériel que j'ai acheté. Donc vous ne me verrez jamais à vous dire que j'ai aucun lien commercial et que je suis libre de ce que j'ai à vous dire en vous présentant 4 ou 5 produits d'un même fournisseur et en vous donnant des codes promo. Ça, vous ne le verrez jamais. Voilà. Donc, le fil conducteur de cette démarche, de cette vidéo est que nous allons faire un voyage au Cap Nord et que pour le chauffage, je me suis renseigné, il y a des pays, surtout la Norvège je crois, ou la Finlande, je ne sais plus, où il n'y a pas du tout de GPL. J'ai fait déjà une période froide quand j'ai fait les marchés de Noël en Alsace, où globalement il fallait recharger la bouteille GPL tous les 3-4 jours si on voulait être sûr de ne pas tomber en panne. Je ne touchais pas à ma bouteille de réserve qui était là pour de la réserve. Et je me dis, si je monte au Cap Nord et que j'ai besoin de chauffer, ça va être compliqué avec le gaz. Donc, je me suis dit, je vais étudier pour passer au gasoil. Un petit chauffage au gasoil. Alors, il y en a beaucoup sur le marché, on en voit à tous les prix. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quelle puissance installer. Si je regarde le Truma, qui est dans le camping-car, c'est un 6 kW. 6 kW pour une surface, j'ai fait une estimation de 14 mètres carrés. Vous vous rendez compte un peu, s'il fallait mettre cette puissance-là de 6 kW dans une chambre d'un pavillon, quelle serait la puissance à installer pour chauffer le pavillon, quoi. Donc il y a un problème quelque part, d'autant plus que les constructeurs communiquent sur la bonne isolation des camping-cars. Donc je me suis dit, je vais d'abord commencer par regarder quelle puissance il me faut pour chauffer jusqu'à -5, -10 extérieur par exemple. Et puis après je choisirai mon modèle. Donc pour ce faire, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de faire un bilan de déperdition thermique du camping-car. Et je me suis rapproché de pilotes, je leur ai écrit, pour leur demander des informations techniques sur les déperditions des parois. Étant donné que pilote communique sur le fait qu'ils sont de classe 3, avec une norme, ils sont certifiés pour une norme EN 1646, je crois, petit trait 1, on va revenir là-dessus. Voilà, donc ils disent, voilà, on a une bonne isolation, on a du bon produit, donc je dis, bah écoutez, donnez-moi les déperditions par 0 degré extérieur, ou le coefficient de transmission des fenêtres, les coefficients de transmission des parois, pour que je puisse faire mes calculs. Donc on va revenir là-dessus. Et après, comme je n'ai pas eu les informations, je vous le dis tout de suite, je me suis dit, bah, je vais faire mes propres mesures moi-même, étant donné qu'ici, on a des nuits qui descendent en ce moment aux alentours de -3, -5, et que mon camping-car est truffé d'appareils de mesure, je vais dire, bah, je vais faire un petit bilan, pas thermique des parois, mais plutôt de ce que j'apporte pour maintenir la température en fonction de la température extérieure. Voilà. Donc on va regarder tout ça, on va aller sujet par sujet et avancer. J'ai peur que ça risque d'être un peu long. Mais bon, ceux que ça intéresse regarderont jusqu'au bout. Et on va déjà commencer par la publicité de chez Pilote et quelles sont les informations qu'ils donnent et surtout celles qu'ils ne donnent pas. J'ai donc commencé à écrire au groupe Pilote début juillet
pour leur demander deux choses. Première chose, la copie de leur certification EN 1646. Et deuxième chose, des informations techniques concernant les déperditions thermiques. Et s'ils n'avaient pas les coefficients d'échange ou lambda des matériaux à me communiquer, les fenêtres, les skidômes ou autres, pour pouvoir faire mes propres calculs dans ces cas-là, qui me donnent des mesures qu'ils ont fait de consommation en fonction de la température extérieure, puisqu'ils disent qu'ils ont passé leur camping-car dans des cellules d'essai à température contrôlée. Donc la première réponse que j'ai eue, c'était le 11-7, c'est le mail que vous voyez, où ils me disent que je leur communique mes informations complètes, le nom et les coordonnées de mon concessionnaire, et une copie de ma carte grise pour me répondre. Donc jusque-là, tout va bien. Le temps tourne, je les relance. Je les ai relancés pas toutes les semaines au début, mais après, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai été assez lourd. Et je leur disais, écoutez, moi j'ai besoin d'une réponse, répondez-moi. Alors au début, ils m'ont répondu que c'était les vacances, que les gens n'étaient pas là, qu'il fallait attendre. Jusqu'au jour où j'ai reçu le 16-8 un courrier, parce que j'étais assez pressant quand même, et je leur disais surtout que si jamais ils ne me donnaient pas les réponses par mail, j'irais les chercher sur le salon des véhicules de loisirs à Villepinte au mois de septembre. Donc bon, ça leur faisait ni chaud ni froid, mais par contre, au fur et à mesure que le temps y passait, là je commençais à avoir des réponses, notamment une réponse le 16-8, et nous avons bien réceptionné votre message, et nous vous en remercions. Votre démarche concerne une demande technique de recours en garantie ou de pièces détachées. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos concessionnaires habituels. Rien à voir, donc je leur ai écrit de nouveau. J'ai eu une réponse le 27-9, il n'y a pas si longtemps que ça, où ils me disent, en fin de compte, suite à votre demande ci-dessous, nous souhaitons vous informer que nous ne communiquons pas ce type d'informations. Donc, je peux pas avoir les coefficients d'échange, je peux pas avoir leurs essais qu'ils ont fait en chambre climatique, et surtout, je peux pas avoir la certification. Donc, c'est quand même ça, par contre, assez étonnant. Et puis après, ils m'ont renvoyé vers mon concessionnaire pour que je demande au concessionnaire ces informations. Je vois pas tellement l'utilité, puisque le concessionnaire, il les a pas forcément. Il va aller demander à Pilote, et Pilote va pas lui donner. Ce qui fait que ça sera pas Pilote de se débrouiller avec moi, mais ça sera au concessionnaire de m'envoyer bouler. Voilà. Et j'ai même reçu un coup de téléphone de Pilote en disant qu'il fallait que j'arrête de faire des demandes, que ça devenait un peu lourd, quoi. Effectivement, je suis peut-être un peu lourd, mais moi, soit on m'écrit pour me dire on vous le donne pas comme ils ont fait, dans ces cas-là, j'arrête et on sait où on va, ou alors ils répondent, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc, fin de non-recevoir, n'empêche que j'ai demandé quand même à mon concessionnaire de faire la demande, et à ce jour, j'ai toujours pas de retour. Alors, si on regarde leur publicité qu'on trouve sur le net, on peut voir des pages comme ceci, où on voit un camping-car dans une chambre climatique, on voit bien au-dessus du camping-car les ventilateurs, des évaporateurs, et là on voit qu'il y a quand même de la puissance pour pouvoir descendre à moins 15, puisque la norme EN 1646 en classe 3, c'est du moins 15. Mais on va regarder un petit peu, un peu plus loin ce que dit la norme. Donc là on voit très bien qu'ils écrivent isolation optimale, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si on regarde bien sur une autre page, ils mettent testé et certifié. Et moi, quand il y a une certification, et que je suis client, que je demande la certification, on doit me donner une attestation de certification. Ça me paraît logique. Je vois pas pourquoi on ne veut pas nous la fournir. Dans ces cas-là, on peut écrire ce qu'on veut. Alors, première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le site AFNOR et de voir cette norme. Donc j'ai été surpris d'apprendre qu'elle était payante, ce qui veut dire que c'est une norme qui n'est pas obligatoire. Elle est non contraignante. Alors en France,
les normes, s'ils sont inclus dans un texte de loi, doivent être gratuites. Pourquoi? Parce qu'en France, l'accès à la loi doit être gratuit. Si on paye, c'est que c'est pas obligatoire. Après, on peut toujours y faire référence pour avoir un cadre technique. Là, je pense que c'est dans ce cas de figure-là. Enfin, peu importe, regardons un petit peu ce que c'est de plus près cette norme. C'est une norme pour les véhicules habitables de loisirs, c'est le cas. Ils appellent ça autocaravane. Et c'est les exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. Les isolations, ils sont où là-dedans? On va regarder un peu plus près les articles qui parlent justement de cette classification 3. Alors si on regarde bien cette normalisation et qu'on va dans le sommaire, on s'aperçoit que ça touche pas que le chauffage ou l'isolation, hein, parce que, alors je me rapproche un peu, ça parle de la ventilation, les protections contre le feu, les consignes de sécurité, enfin il y a tout un tas de choses autres que le chauffage. Par exemple, ici, vous voyez accès aux couchettes supérieures, protection contre l'enfermement, les étagères des placards, les appareils de cuisson. Voilà, c'est très large. Et on arrive à l'article 9 sur le chauffage. C'est intéressant. Le chauffage doit être classifié comme indiqué ci-après. Je lis parce que ça ne doit pas être facile pour vous. Classe 1. Aucune exigence de chauffage n'est appliquée à cette classe. C'est-à-dire que les gens qui disent rien, ils sont de classe 1 et on leur demande rien. En classe 2, une différence moyenne de température de 20 K entre la température intérieure et la température extérieure quand la température extérieure est à 0. C'est-à-dire que 20 degrés entre 0 et l'intérieur plus 20, donc ça fait un écart de 20 degrés. Ça, c'est la classe 2. Et la classe 3, c'est la même chose, avec K35, c'est-à-dire 35 degrés d'écart, c'est-à-dire moins 15 à l'extérieur pour plus 20 à l'intérieur. Ça fait un DT de 30 degrés. Pour assurer la conformité à cet article, il suffit de soumettre à l'essai une seule autocaravane, c'est-à-dire un échantillon, avec la plus grande surface projetée parmi un nombre donné d'autoclaves semblables. Cette autoclave doit satisfaire aux exigences suivantes. La carrosserie et les matériaux utilisés, le dissionnement des coupes transversales et ainsi de suite, doivent être identiques sur tous les appareils. Ils ne peuvent pas en sortir un spécialement pour passer les essais. C'est clair, ils disent, à l'exception de la couleur. Bon. L'autocaravane doit être contrôlée, doit avoir la plus grande surface de fenêtre. Et s'ils sont tous identiques, ils sont forcément pareils. Sauf s'il y a des options derrière. Donc s'il y a des options avec plus de fenêtres, il faut qu'ils le passent avec l'option avec la plus grande surface vitrée. L'appareil de chauffage, c'est là où j'ai mis la petite flèche verte, doit être la plus petite puissance calorifique. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre la plus petite puissance pour pouvoir atteindre ces exigences-là. C'est intéressant ça. Toutes les autocaravanes doivent avoir le même système de chauffage. Évidemment, on ne peut pas comparer un modèle à un autre. S'ils mettent par exemple un truma à air pulsé, il faut qu'ils testent le truma à air pulsé. Et s'ils mettent un Aldès à côté avec un chauffage différent, il faut qu'ils testent avec celui-ci, évidemment. Le taux doit avoir le plus petit nombre de sorties de chauffage. Bon, radiateur, une petite dimension d'autocaravane. Toutes les autocaravanes doivent avoir le même système d'alimentation en eau chaude et en eau froide des réservoirs et doivent être protégées contre le gel de la même manière. Ça, c'est intéressant aussi. Après, on passe dans les annexes. Et dans les annexes, ils disent comment faire les tests. Donc il y a des bureaux de contrôle qui, on peut faire, je suppose qu'ils peuvent faire de l'autocontrôle. Mais souvent, ils passent des organismes certifiés qui leur permettent, comme l'AFNOR, de faire ce genre de choses. Donc, ils expliquent là comment préparer le camping-car, où placer les sondes. C'est quand même intéressant de savoir qu'il faut qu'ils le mettent à 1 mètre du sol, je crois, et puis à 20 cm des parois. Et au centre du camping-car. Voilà les exigences. Après, quand vous regardez le petit schéma en T1, c'est-à-dire qu'ils doivent
refroidir le camping-car, si c'est la classe 3, à -15, c'est-à-dire ils mettent le camping-car dans une enceinte, porte ouverte, pour refroidir le camping-car et toute la masse du camping-car à -15, pendant au moins 10 heures. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit 10 heures minimum. Donc à vrai dire, la température de -15, elle est partout dans le camping-car. On ne fait pas souvent ça chez nous. En T2, donc sur l'autre période, est le temps pendant lequel le chauffage est allumé, c'est-à-dire qui contrôle le temps pour passer de -15 à l'intérieur à +20, et ce temps ne doit pas dépasser, pour la classe 3, 4 heures. C'est-à-dire qu'entre le moment où il ferme les portes, tout à -20 depuis, à -15 depuis 10 heures, 10 heures de refroidissement, il ferme les portes, il lance le système, 4 heures après, on doit avoir 20 degrés dans le camping-car. Donc après le temps de stabilisation, bon, il laisse un temps de stabilisation de 1 heure, et en T4, le temps pour mesurer les consommations en 2 heures. Donc pendant 2 heures après avoir atteint la température, il laisse tourner le camping-car, il mesure les consommations. Pendant la durée de fonctionnement, les conditions d'utilisation normales à maintenir sont de 20 degrés à 1 mètre au-dessus du plancher, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette condition est remplie, la température de 1 mètre au-dessus du plancher et à 20 cm des parois ne doit pas être inférieure à 7K à celle mesurée au centre de l'habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au centre du camping-car à 1 mètre et à 20 cm de la paroi. Eh bien, il ne doit pas y avoir plus de 7 degrés de différence entre le bord de la paroi et le centre. C'est-à-dire que si c'est 20 degrés, on ne doit pas avoir moins de 13 degrés en partie latérale. C'est énorme d'ailleurs. Bon, enfin, c'est comme ça. Pour la mesure de consommation d'énergie, aucune exigence n'est requise. Cette méthode d'appréciation de la consommation énergétique est facultative et n'est donnée qu'à titre indicatif. Ça veut dire qu'apparemment, ils font la mesure de consommation, ils le donnent à titre indicatif, mais le constructeur le sait. C'est-à-dire que si on lui demande à -15 combien de kilowatts il faut mettre dans le camping-car pour pouvoir maintenir 20 degrés, ils sont censés vous le donner. Ils ne veulent pas le donner. Pourquoi? Tout simplement que cette norme-là, ce n'est pas une norme sur l'isolation. C'est simplement une norme sur une capacité à réchauffer le camping-car. Je m'explique. Vous pouvez avoir une très mauvaise isolation, un peu comme les passoires thermiques des maisons, et puis balancer de la puissance derrière pour pouvoir atteindre de -15 à 20 degrés en 4 heures. Si vous mettez la puissance, vous allez y arriver. Mais par contre, la consommation sera énorme. Et c'est ce qui explique, à mon avis, pourquoi ils mettent des 6 kW dans 14 mètres carrés. C'est pour pouvoir atteindre cette classe 3. Alors maintenant, je ne sais toujours pas, à titre personnel, puisqu'ils ne m'ont pas répondu, pilote, si on peut le faire avec beaucoup moins, en fonction de l'isolation. Donc là, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans des estimations, et on va regarder ensemble, sur un grand camping-car, qui fait quand même 7,49 m, le G740, quelle puissance il faut amener pour pouvoir chauffer ça. Par contre, si vous allez au salon des véhicules de loisirs, je vous invite à aller voir les marchands de camping-car et de leur demander s'ils vous disent « Ah bah nous on est classe 3 ». Bah, d'accord, classe 3, montez-moi la certification. Montrez-nous les essais, parce qu'il y a un rapport d'essai qui est fait. S'ils sont transparents, ils doivent le faire, voilà. Ce qui doit les gêner, c'est la dernière partie, c'est la consommation. Ça, à mon avis, ils ne veulent pas que ça se voie. Bon, regardons un petit peu l'estimation que j'ai fait de l'isolation thermique avec les informations que j'ai pu glaner. Alors pour faire mon bilan thermique, en réalité, j'ai pas pu récupérer grand-chose comme information technique sur le site pilote concernant les isolations. Hormis le fait qu'ils disent qu'ils mettent du rough mat et qu'ils avancent quelques épaisseurs. Alors, ce que j'ai fait, pas pour calculer mon bilan thermique, j'ai fait quelques carottages, donc avec des scie-cloches, j'ai été
faire des trous d'un certain diamètre. Alors, un sur les parois pour pouvoir mettre cet appareil-là qui est une prise double USB que j'ai mis à l'extérieur du camping-car à l'arrière au niveau des vélos pour pouvoir recharger mes trackers et ma batterie auxiliaire. Voilà, donc j'ai carotté avec une scie cloche, je suis tombé là-dessus, on voit que c'est bien du rough mat, j'ai les bonnes épaisseurs, et j'ai percé aussi le plancher. Alors pourquoi? C'est pour passer, vous avez vu sur mes vidéos, j'ai mis un enrouleur, et à un moment donné, l'enrouleur, le câble, faut bien percer pour passer en dessous. Donc là aussi, j'ai carotté avec une scie cloche, et j'ai contrôlé tout ça. Après, à partir de là, je me suis dit, je vais faire... Alors, j'ai pas pu avoir d'informations sur les vitres, sur les lanterneaux, bon, impossible de trouver quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, je vais regarder dans un cas extrême, comme si c'était une, comment dire, une enceinte isotherme, c'est-à-dire sans fenêtre, sans porte, en partant du rough mat. Alors, vous voyez à l'écran, j'ai les coefficients lambda de différents isolants, et je suis parti donc sur le rough mat avec un coefficient lambda de 0,04. Alors vous voyez, coefficient lambda là sur le tableau Excel en partie haute, j'ai 0,04 watts par mètre et par degré. Alors c'est le coefficient lambda, alors j'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, ça peut peut-être paraître un peu évident pour d'autres. Un isolant, il est donné pour 1 mètre d'épaisseur et 1 degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui veut dire que si jamais j'ai une paroi, là vous voyez en colonne F, de 0,028, c'est l'épaisseur de la paroi du camping-car, il faut que je corrige le mètre d'épaisseur pour le ramener à 2,8 cm pour trouver le nouveau coefficient lambda lié à la réelle épaisseur d'isolant. J'espère que je suis clair. Après, j'ai fait paroi par paroi le plancher, qui a une épaisseur différente de 35 mm. J'ai fait la surface du plancher, la paroi de gauche, paroi de droite, le fond, c'est-à-dire le sol. Alors là, le sol, c'est longueur par largeur, mais par contre, les parois sur les côtés, c'est par la hauteur. Bon, en tout, paroi par paroi, je multiplie, donc je trouve une surface en mètres carrés. En partie haute, en ligne 2, j'ai mis 20 degrés intérieur, c'est la température intérieure, et la température extérieure, j'ai mis moins 15 pour coller aux essais selon la norme. Donc je me retrouve avec 35 cas de différence, 35 degrés. Il suffit après simplement de prendre le coefficient lambda corrigé en fonction de l'épaisseur, le multiplier par la surface et par la différence de température, et là vous tombez sur une puissance paroi par paroi de chauffe pour 35 degrés d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Alors là, on ne parle pas des 3 modes de transmission de chaleur, qu'est la convection, la conduction et le rayonnement. Parce qu'en plus là, c'est fait dans une chambre, il n'y a pas de rayonnement. La nuit, quand le camping-car est au froid, il n'y a pas de rayonnement solaire, donc vous n'avez pas ce type de transmission. Là, c'est simplement une transmission de chaleur à travers une paroi. J'ai pas pris en plus l'épaisseur ici de, comment ça s'appelle, de polyester, et puis le bois de l'autre côté. Bon, de toute façon, il n'y a pas le reste. Donc on part sur, comme si je faisais une grosse boîte en isolation, sans porte, sans fenêtre, et là on tombe sur quoi? Sur 3075 watts de chauffage pour ce volume de camping-car, sans fenêtre et tout. Ça veut dire qu'en réalité, la consommation sera supérieure. J'ai pas tenu compte aussi de l'apport de chaleur par le corps humain. Il faut savoir qu'une personne au repos dégage 100 watts. Donc si avec mon épouse on est à 2 dans le camping-car, 200 watts de chaleur qu'on apporte, mais là on fait l'isolation telle qu'elle est
sans personne dedans. Voilà. Comme l'essai que font pour la classification, il n'y a personne dans le camping-car quand ils le mettent à moins 15. Voilà, donc 3 kW pour arrondir, juste si on avait une caisse isotherme avec l'isolation qu'ils ont mis. Alors il y a une autre manière de contrôler ou d'estimer les apports qu'on va pouvoir apporter pour chauffer le camping-car en fonction de la température extérieure. C'est d'enregistrer, comme je fais avec mes appareils, la température extérieure, la température intérieure, et puis l'appareil qui chauffe le camping-car. Et en l'occurrence, moi en ce moment, c'est un climatiseur réversible. Alors on va regarder ça un peu plus près, parce que le gros avantage de ça, par exemple, c'est que ça prend en compte les apports de froid par le vent extérieur, avec ce qui rentre en renouvellement d'air par surtout la partie cabine de conduite, où tout l'air froid rentre par là, y compris par le pare-brise et les vitres latérales. Donc c'est la meilleure façon de faire. L'idéal serait de mettre le camping-car, comme ils font eux, dans une enceinte climatique, de descendre à 5 degrés ou 0 degrés, laisser tourner et puis mettre des convecteurs dedans à une certaine distance et des compteurs d'énergie. C'est ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon, avec la normalisation. Nous, on ne peut pas le faire. J'ai la chance en ce moment, façon de parler, que la nuit, la température descend entre 3 et 5 degrés. De choisir une période assez longue où on est, par exemple, à 5 degrés, c'est ce que je vais faire, et regarder combien ma pompe à chaleur produit. Et pour savoir combien produit une pompe à chaleur, il faut plusieurs choses. On va rentrer, on va regarder ça ensemble. Il faut déjà connaître le débit du ventilateur. Alors, il y a ce que donne le constructeur et il y a la réalité qui peut être légèrement différente. On va regarder ça. Et après, pour le chauffage, il suffit simplement, quand on a le débit d'air, de mesurer la température à l'entrée et la température à la sortie de la ventilation. Avec l'écart de température, on sait combien ça chauffe. Mais il faut mémoriser ça sur un certain temps pour pouvoir faire un bilan sur une heure. Par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder sur une heure combien produit la pompe à chaleur quand il fait 5 degrés dehors. Regardons ça. Alors, j'ai fait installer sur le camping-car un climatiseur Webasto réversible, c'est-à-dire qui fait climatisation et pompe à chaleur. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? En toute honnêteté, tous les modèles qui sont proposés, quelle que soit la marque, il y a un manque d'informations vraiment flagrant. Et comme de toute façon on ne connaît pas le bilan thermique du camping-car, on est obligé de leur faire confiance quand ils disent que c'est prévu pour un 7 mètres ou un 8 mètres. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce qu'il avait une plage de fonctionnement de moins 5 à plus 50. Plus 50, c'est énorme. Alors ils disent que ça a été fait, d'après la pub que j'ai vue, pour l'Australie, où il y a des températures extrêmes. Bon, je me suis dit, quitte à choisir, et puis c'est une marque connue, je vais prendre celui-là. Vous voyez, ça va pas plus loin que ça. Après, on voit ici les informations de puissance. Alors c'est le modèle 24 que j'ai. Il fait 2400 watts en froid et 2400 watts en chauffage. On n'a pas d'informations sur les débits d'air. On a l'intensité absorbée, mais enfin avec ça, ça nous avance pas beaucoup. Et c'est tout comme information. Alors déjà, 2400 watts, il faut savoir que ça ne veut rien dire. Les watts ou les BTU, si c'est pas relié à une norme. Alors les gens qui vous disent dans les pubs ou dans les... Moi j'ai un temps 7000 BTU, ou... ça ne veut rien dire. Ça dépend comment fonctionne. C'est comme une voiture. Le gars qui vous dit, oh, ouais, ma voiture elle consomme 3 litres. Consomme 3 litres où ça? En ville? Sur national? Sur autoroute? Quand tu tires ta caravane? Quand tu vas en montagne? 3 litres, ça ne veut rien dire. La seule chose qui veut dire, qui est intéressante, c'est d'avoir la consommation d'un constructeur selon une norme. En Europe, on a une norme européenne et toutes les voitures sont testées selon cette norme. Au moins, on peut comparer ce qui est comparable. Là, il n'y a aucune information sur la méthode de mesure de la puissance.
alors qu'il y a une norme qui s'appelle EER, qui définit les conditions d'essai pour déterminer la puissance froide en climatisation et même chaude en pompe à chaleur. Donc là, il n'y a absolument rien. Par contre, quand j'ai reçu la documentation qui était livrée avec le camping-car, il y avait une puissance qui était affichée. On regardera ça tout à l'heure, mais on est informé qu'une fois qu'on a l'appareil. Donc j'ai posé la question à l'usine, et il faut reconnaître, alors contrairement à Pilote, eux, c'est des pros, ils répondent déjà vite, ils respectent le client, et ils donnent les informations. Parce que je leur ai dit, moi, vos puissances, pour moi, ça ne veut rien dire, quelles sont les conditions de mesure de ces puissances. Et ils m'ont répondu qu'en climatisation, c'est avec de l'air intérieur, donc à l'intérieur du camping-car, de 27 degrés et 47% d'humidité relative, pour une température extérieure de 35 degrés. Ce qui est pas mal. Ça se rapproche beaucoup des normes européennes EER d'essai. On regardera tout à l'heure la norme. Et en mode chauffage, ils disent qu'il faut qu'il fasse 20 degrés à l'intérieur, 59% d'humidité relative, et que la température extérieure soit à 7 degrés. Ça, c'est important parce qu'une pompe à chaleur, on va aller chercher la chaleur à l'extérieur pour la pomper et la ramener à l'intérieur du camping-car. C'est ça une pompe à chaleur. On fait un transfert d'énergie d'un point à un autre et en même temps on transfère la puissance consommée par le compresseur. Les deux s'additionnent. Voilà. Donc on va regarder maintenant un petit peu la documentation que j'ai reçue et le débit d'air qui disait qu'il donne en grande vitesse, seulement en grande vitesse. Et après on va regarder comment moi je l'ai mesuré. Donc là vous voyez à l'écran la documentation technique livrée avec l'appareil. On retrouve les 2400 watts, alors je m'excuse, hein, j'ai pris une photo, mais comme c'est un bouquin, j'ai pas réussi à le mettre bien à plat. En tout état de cause, on voit qu'on produit 2400 watts froid, 2400 watts chaud, et 950 watts en consommation. Alors là, je ne sais pas si c'est sur le froid, et 850 sur l'autre, parce qu'on est dans la partie pliée. Par contre, ils nous disent que le débit d'air maximum est de 310 m3. Ça, c'est important pour la suite. On va regarder ça ensemble. Bien, pour contrôler la puissance de chauffe ou de refroidissement du climatiseur, il faut déjà mesurer le débit d'air. Sur ces climatiseurs, la reprise, c'est-à-dire que l'air est aspiré ici et là, derrière, et il est soufflé ici devant et ici derrière. Donc quand je vais faire les mesures de débit ici, il faudrait que je les fasse de l'autre côté aussi pour pouvoir les additionner. Alors en règle générale, c'est très bien équilibré. Sur ce type d'appareil, on souffle la même chose de chaque côté. Donc j'ai fabriqué une petite boîte en carton pour bien orienter le flux sans qu'il y ait le moindre perturbation, parce que quand il y a des ailettes, ça crée des perturbations de l'induction. Donc là, c'est bien canalisé. J'ai pris cette surface ici, donc ici on a 20 cm, 20,5 exactement, et ici 12 cm. Donc là, il faut calculer cette surface en mètres carrés, ça fait en réalité 0,0246 mètres carrés. Donc bien sûr, ici, là, derrière, c'est fermé. Hein. Il n'y a que le soufflage. Après, je vais utiliser un anémomètre qui mesure, quand on souffle, je ne sais pas si vous allez voir, des vitesses d'air en mètres secondes. Donc, mètres par seconde. Ces mètres par seconde, je vais les multiplier par 3600 quand je vais mesurer les vitesses ici. Par 3600 pour avoir des mètres heure, multiplié par la surface en mètres carrés, et on a des débits en mètres cubes. Donc là, vous voyez, c'est quand même relativement bruyant le climatiseur au-dessus. Hein. Donc là, je suis en mode chauffage. J'ai poussé le chauffage à fond, à 30 pour qu'il tourne en permanence. Et je vais prendre des vitesses. Alors,
Je vais prendre plusieurs fois les vitesses pour pouvoir faire une moyenne sur la surface. Là, je suis à 2,2. Je vais mettre comme ça pour ne pas perturber. 2, 2,4, 3,2, 2,5, 2, 2,2. On va se mettre un peu au milieu. 2,4, 2,8, et 2,3. Alors j'ai l'impression que quand le bouc fonctionne, on a des débits plus importants que lorsque ça s'arrête. Alors je vais couper le mode chauffage. Donc là je l'ai diminué. J'ai remarqué aussi qu'il y avait un gros écart entre la température ambiante et la température de régulation. Bon, la sonde elle doit être placée à l'intérieur, elle doit être mal influencée à mon avis. Alors comme vous avez pu déjà le remarquer, j'ai ici un thermomètre. Alors là je l'ai enlevé pour pas que ça perturbe le débit d'air bien sûr. J'ai température et hygrométrie au soufflage. Et ici là-bas derrière, je ne sais pas si vous le voyez là, j'ai température et hygrométrie à la reprise. Donc avec les différences d'enthalpie soufflage reprise multipliées par le débit d'air, on a les puissances, soit en chaud, soit en froid. On ne veut pas s'arrêter. Attends, je l'ai baissé. Ça y est. Donc là, il s'est arrêté. On va attendre un peu. Parce que j'ai l'impression que... Alors il est donné pour un peu plus de 300 mètres cubes. On regardera ça tout à l'heure quand je serai attablé. Et on va regarder ce que ça donne en débit quand le compresseur tourne pour faire du froid ou du chaud. Et quand il s'arrête. Donc là, le débit est toujours pareil. Je suppose que c'est pour refroidir l'échangeur. Donc en l'occurrence, en ce moment, quand on est en chaud, c'est le condenseur. Là, il a commencé à baisser. Voilà. Là, il est repassé. Donc quand il arrête de chauffer, il continue à brasser l'air. Je suis à 1,7. 1,5. 1, 8, 2, 1. Comme ça. 1, 7. 1, 6. Ouais, on a des vitesses d'air beaucoup plus faibles que tout à l'heure. Donc je vais arrêter là donc les mesures. Je vais refaire, moi je vais pas, faut que je démonte ça, que j'enlève les scotch pour que ça soit bien étanche. Je vais le remettre de l'autre côté, je vais faire la même chose de l'autre côté pour contrôler si on a la même chose au niveau des débits d'air, et on se revoit après pour l'analyse des mesures et le calcul du débit d'air sur le climatiseur. Voilà, j'ai démonté donc la petite gaine que j'ai fait. J'ai refait les mesures de l'autre côté. Les vitesses semblent tout à fait identiques, donc c'est bien équilibré. Donc là, vous voyez que j'ai mis ici un thermomètre qui enregistre température et hygrométrie, donc, qui est juste devant la bouche de soufflage ici, pour être bien influencé. Et de l'autre côté, on va se mettre comme ça, on a exactement la même chose ici. Donc là, c'est la sonde numéro 6. Ici, c'est la sonde numéro 7. Là, vous avez l'air qui revient à l'aspiration. Ça passe à travers des filtres qui sont ici. Hein. C'est chauffé ou refroidi et l'air ressort ici et de l'autre côté. Voilà comment ça fonctionne.
Et ce qu'il faut, c'est que quand l'installation fait ni chaud ni froid, que la ventilation tourne, avoir exactement la même température ici et là, et la même hygrométrie ici et là. On regardera ça sur les courbes, c'est le cas. Tout est bien étalonné pour que les mesures soient précises. Donc j'ai un thermomètre étalon pour la température, et je me sers de cet thermomètre étalon pour faire des mesures bulbes humides. Alors regardez mes vidéos, je parle souvent du diagramme de l'air humide, et j'ai expliqué ce que c'était sur une vidéo, que le bulbe humide, le bulbe sec, pour pouvoir retrouver l'humidité relative. Savoir si vos appareils donnent la bonne humidité ou pas. Voilà, donc maintenant on va revenir au calcul et contrôler tout ça. Calculons le débit maintenant. Donc on va rentrer dans le détail des mesures, comme ça vous pourrez reproduire chez vous, si vous le souhaitez, les mesures de débit d'air. Encore faut-il avoir un petit anémomètre. Donc les premières mesures que j'ai faites, on avait 2,2, 2, 2,4, 3,2 et ainsi de suite. On avait donc 24 si on fait la somme, divisé par 10, ça fait une moyenne de 2,4 mètres secondes. Les 2,4 mètres secondes, je les multiplie par 3600 pour avoir des mètres par heure. Et ce résultat qui est de 8640, je le remultiplie par la surface de ma petite bouche de soufflage en carton, qui fait 0,0246 mètres carrés. Et là, on tombe sur un débit d'air de 212,544 mètres cubes par heure sur un côté du soufflage. Donc si on multiplie par 2 pour avoir le soufflage des deux côtés du climatiseur, on arrive à 425 mètres cubes. Ça, c'est pour la première série. Quand on fait la production de chaud ou de froid, on a ces débits-là. Par contre, une fois qu'on arrive en température, on a vu que la vitesse chutait, le débit chutait, d'ailleurs c'était moins bruyant. Et là, j'ai refait une deuxième série de mesures, donc les mesures numéro 2, avec des vitesses, comme vous le voyez, qui sont beaucoup plus faibles, avec une moyenne de 1,733 mètres secondes, c'est-à-dire 6240 mètres par heure, multiplié par la surface, on arrive à 153,47 mètres cubes heure sur un côté, se multiplie par 2, on a 307 mètres cubes. Et 307 mètres cubes, c'est le débit maximum que donnait la documentation technique du climatiseur. Je l'ai noté en dessous, c'était 310. 307, 310, à l'erreur de mesure près, on est bien. Ce qui veut dire qu'en fait, le débit d'air que donne le constructeur, c'est pas en production, c'est en recyclage. Voilà, donc il faut le savoir. Et pour faire mes calculs de puissance, eh ben, je vais être obligé de prendre les 425 mètres cubes, parce que c'est quand on produit, on souffle ce débit-là. Donc maintenant, on va passer à la phase de calcul de puissance. Alors je vais faire un premier calcul de puissance par une calcul, on va dire, simplifié, qui est moins précis, mais que vous allez pouvoir reproduire d'une façon simple. Et puis après, je vais refaire les calculs d'une manière un peu plus compliquée avec les mesures d'enthalpie et de différentes enthalpies. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment ça se faisait, mais on va revenir dessus. C'est amusant à faire. Voilà. Donc, passons donc maintenant aux enregistrements de température pour calculer justement les puissances. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un tableau de type Excel où j'ai récupéré toutes les températures que j'enregistre avec mes appareils d'enregistrement que vous avez vu précédemment. Donc là, il y en a 3 appareils qu'on va utiliser. C'est celui qui est à l'extérieur, qui mesure température hygrométrie extérieure. C'est la colonne B. Vous avez la température extérieure. Là, on voit que ça tourne entre 4 et 5 degrés. En moyenne, on est à peu près à 5 degrés la nuit. Là, en D, on a la température aspirée au climatiseur. En E, l'hygrométrie qui est aspirée au climatiseur. En F, le soufflage. Donc quand on souffle, là on voit la première ligne.
l'air rentre à 12,93 degrés, il est soufflé à 32,16 degrés. On réchauffe l'air avec la pompe à chaleur, et on voit très bien que l'hygrométrie en E, qui est à 63,55 à l'entrée du climatiseur, ben quand on le réchauffe, au soufflage, on passe à 22,57. C'est tout à fait normal, quand on chauffe de l'air, on fait chuter son unité relative. En colonne H, eh ben, j'ai calculé à l'instant T, sur chaque enregistrement, quelle est la puissance que donne la pompe à chaleur. Alors cette puissance est calculée, vous voyez en haut, il y a une constante, c'est le débit d'air, 425 m3, et dans le calcul simplifié, on a le chiffre 0,34 qui est la chaleur volumique, qui est exprimée en watts par mètre cube d'air et par degré. Donc pour faire le calcul, c'est simple. On prend le 0,34, on multiplie par le débit et on multiplie ensuite par la différence de température entre la reprise et le soufflage. Donc ça, c'est très simplifié puisque ce chiffre, normalement, il varie en fonction de la température de l'air. Mais on va voir que c'est pas trop mal au niveau des résultats quand même par rapport à un calcul beaucoup plus compliqué par les différentes enthalpies. Voilà, donc une fois qu'on a récupéré ces données, voici la courbe qu'on a sur 2 jours, je crois. Alors en 1, en haut, on a en vert et en bleu clair les hygrométries. Et vous voyez que les deux couleurs sont l'une sur l'autre. Pourquoi? Parce que mes appareils sont très bien étalonnés. Donc quand on ne chauffe pas, eh ben, on a la même valeur d'hygrométrie à l'entrée et à la sortie du climatiseur. Et en partie basse, dans le rond rouge en 2, c'est exactement la même chose pour la température. Les deux valeurs se superposent, puisque quand on ne chauffe pas ou qu'on ne refroidit pas, on a les mêmes valeurs. Ça, c'est important pour pouvoir faire des analyses. Et tout de suite après, on voit que le bleu descend. Donc ça, le bleu, c'est la courbe d'hygrométrie au soufflage, évidemment. Quand on chauffe, on déshumidifie, donc ça chute. Et de la même manière, la courbe de température au niveau du soufflage, qui est la marron, on voit qu'elle monte. Elle monte jusqu'à 40 et quelques degrés. Et les petites dents de scie en marron, eh ben, c'est l'enclenchement du climatiseur, la coupure, l'enclenchement, la coupure, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on a une évolution jusqu'au point 3 où j'ai arrêté le chauffage. Et bien là, on voit très bien que la courbe marron descend, la courbe jaune rejoint la courbe marron, superposition des températures, puisque ça s'est équilibré. Par contre, l'hygrométrie, lui, remonte tout doucement dans le camping-car, et on voit que la courbe bleue, elle monte tout doucement. Voilà. Ça, c'est la première évolution globale de chauffage sur 2 jours. Et on va extraire des données, cette partie-là qui est entourée en rouge, pour pouvoir faire un calcul de bilan de chauffage sur une courte période, mais stabilisée, parce que si vous regardez la courbe bleue en dessous, c'est la température extérieure. Là, on est dans une zone plate, c'est-à-dire que la température sur cette période-là, elle est stable, donc c'est bien, on sait qu'à 5 degrés, combien allons-nous produire? On va regarder ça tout de suite après. Et si vous regardez aussi la courbe jaune, qui est la température à l'intérieur du camping-car, à la reprise, on s'aperçoit qu'elle monte progressivement, puisque là, en fin d'enregistrement dans le cadre rouge, on est aux alentours du 17-18 degrés. Et ça continue après à monter, mais on va extraire que cette partie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le thermostat est réglé beaucoup plus haut que la température ambiante, le climatiseur tourne en pompe à chaleur. Alors après, on va se dire, mais pourquoi, avec la courbe marron, il y a des coupures? Les coupures, ça correspond au cycle de dégivrage, parce qu'en dessous d'une certaine température extérieure, le climatiseur inverse son cycle pour faire dégivrer le givre qu'il a produit dehors.
Parce que s'il y a trop de givre sur les ailettes de l'évaporateur à l'extérieur, le givre étant un isolant, on n'arrivera plus à bien absorber la chaleur extérieure pour la restituer dans le camping-car. Et quand ça passe en dégivrage, vous voyez, ça marque DF. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire DF, mais enfin, ça marque ça. Après, au niveau de l'analyse, j'ai intégré sur la courbe ici, tout en bas, en vert, le chauffage, la puissance de chauffage sur la donnée, sur l'heure de chauffe. Voilà, je m'explique un peu mal. Et en termes de puissance, voilà, on a produit 2,44 kW, c'est-à-dire 2400 Wh, ce qui correspond à quelque chose près à la puissance donnée par le constructeur, en sachant que lui, c'est dans d'autres conditions de fonctionnement qui donne ces puissances-là, hein, en fonction d'une norme qui s'appelle SEER, mais bon, on ne va pas étudier ça là parce que ça va être un peu trop long. Mais en tous les cas, on a 2400 watts de chauffage dans le camping-car qui intègre en même temps l'apport calorifique de mon épouse et moi-même avec à hauteur de 200 Wh, puisque effectivement nous chauffons aussi le camping-car. Alors j'ai voulu faire un calcul beaucoup plus précis sur un point de mesure. Parmi la quantité qu'on a sur les 2 jours, j'ai pris un point, comme ça un peu au pif. Et je me suis dit, je vais calculer la puissance calorifique que donne la pompe à chaleur à ce moment-là. Donc pour ça, j'ai utilisé un logiciel decking qu'on trouve librement sur Internet, qui a l'avantage de donner des chiffres très précis quand on rentre les 2 données essentielles, c'est-à-dire la température du bulbe sec, c'est-à-dire la température sèche, celle qu'on mesure avec un thermomètre. Donc par exemple sur celui de gauche, le P1 c'est 17,6 et en sortie de batterie 29,6 en P2. Après je rentre l'humidité relative, c'est-à-dire le pourcentage d'humidité dans l'air, 53,9 d'un côté et 26,3 de l'autre en sortie de batterie. Toujours pareil, quand on chauffe de l'air, l'humidité chute au soufflage. Après, là où il y a la petite flèche rouge, au niveau enthalpie, j'ai l'enthalpie à l'aspiration, qui est de 34,7. J'ai l'enthalpie au rejet, c'est-à-dire à la sortie de l'échangeur, qui est de 47,2. Et quand on fait la différence de ces 2 enthalpies-là, on a une différence de 12,5 kJ par kilo. Alors, par kilo de quoi? Par kilo d'air qui passe dans le ventilateur, dans la batterie. Comme on a un débit d'air de 425 m3, et que la densité de l'air est de 1,209, c'est la densité de l'air à l'entrée de l'évaporateur, enfin du condenseur, pardon, avant le ventilateur, parce qu'après la densité varie quand on le réchauffe, hein, l'air est beaucoup plus léger. C'est pour ça que l'air chaud monte d'ailleurs, hein, si on regarde sur le P2 à droite, une fois qu'on a chauffé, l'air ne pèse plus que 1,161 kg par mètre cube. Voilà le principe de la montgolfière. Donc on prend les 425 mètres cubes, on le multiplie par la masse volumique de 1,209 et là on sait que dans le système de ventilation passe 513 kg d'air par heure. Comme on a l'enthalpie en kilojoules par kilo, il suffit de multiplier les deux pour avoir le résultat qui est de 6422,75 kJ par heure. Les kilojoules, ça ne parle pas, donc on va les transformer en kilowatts. Il suffit simplement de diviser par 3600 et on se retrouve avec une puissance au moment T où j'ai fait cette mesure-là de 1,78 kW par heure. Ça ne donne pas la production. Alors, le calcul est plus précis
que le calcul simplifié. Par contre, l'inconvénient qu'on a avec ce calcul-là, c'est qu'il n'est pas possible de l'effectuer, du moins avec le matériel que j'ai, ligne par ligne, sur l'ensemble des enregistrements pour pouvoir avoir la moyenne de chauffe sur, comment dire, sur l'heure, pour pouvoir avoir la consommation. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et de vous faire voir comment les deux manières qu'on peut faire. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué. Voilà, j'ai fait la représentation graphique sur le diagramme de l'air humide, où on voit que je démarre à 17,5, donc c'est le trait rouge vertical, qui se déplace à l'horizontale vers le P2 pour redescendre à la température de soufflage. Et les lignes vertes nous permettent de voir les enthalpies. Donc on peut le tracer avec un diagramme qu'on peut télécharger sur Internet à la main, mais les valeurs qu'on trace à la main, c'est moins précis que si on utilise un logiciel qui nous donne les valeurs vraiment au dixième près, au centième près. Voilà, ça c'était pour le calcul d'une manière très précise du rendement de la pompe à chaleur à un moment T avec une température, une hygrométrie de reprise et une température extérieure à peu près de 5 degrés. Maintenant, pour avoir vraiment le comparatif entre la méthode simplifiée et l'autre, on peut regarder la consommation. Parce que dans mon camping-car, j'ai installé des compteurs d'énergie, mais ce coup-ci sur le 220. Et là, dans la méthode simplifiée, on voit qu'au moment précis où j'avais 17,59 degrés à la reprise, 53,88% d'humidité relative, au soufflage 29,65, 26,28% d'humidité relative au soufflage, avec le débit d'air, on avait donc une production simplifiée à ce moment-là de 1742, juste pour comparer par rapport à la méthode plus complexe. Donc la méthode la plus complexe, la puissance que j'avais calculée était de 1784. En simplifié, on est à 1742. Entre nous, il n'y a pas une grosse différence pour les mêmes données. Et le COP. Alors le COP, c'est le rapport entre ce que consomme la pompe à chaleur et ce qu'elle produit en chauffage. Et la consommation, là on le voit, est à ce moment-là, pile à ce moment-là, elle est de 725,6 watts. C'est ce que donne le compteur d'énergie. Il nous donne quoi encore? 215 volts. Pardon. Si, c'est ça. 215 volts, ça c'est un peu bas. Bon, enfin, 50 Hz et 3,4 ampères. Avec un cos de 0,98. Donc quand on divise la production par la consommation, on a un COP de 2,4. Et sur la méthode réelle de calcul, on fait la même chose. On prend ce que nous donnait comme puissance là, avec la différence d'enthalpie de 1784 watts en production de chaud, divisé par les 725, et on a un COP de 2,46. Donc, avec le vrai calcul très précis, on a un COP un peu meilleur. Bon, il n'y a pas de grosse différence, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire. Alors j'ai refait aussi quelques calculs concernant la production, si jamais il faisait moins 15, et avec 4 kW, je pense que ça devrait le faire. Alors ça, je l'ai fait par le calcul des différences de température. Et on le voit bien d'ailleurs que eux, quand ils produisent sur 4 heures pour passer de moins 35, de moins 15 à plus 20, donc 35 degrés de différence, ils sont plein pot avec 6 kW pour atteindre cette valeur-là en 4 heures. Ça veut dire qu'après, une fois que c'est en température, ils n'ont plus besoin des 6 kW pour maintenir le camping-car en température. Et nous, de la même manière, on a vu ici que sur les 2,4 kW de production pour
monter en température le camping-car, puisque on montait, on a vu jusqu'à 17 degrés, mais après on est monté jusqu'à 25 degrés, je crois, parce que j'avais poussé à fond pour pouvoir faire tourner tout cela. Donc là aussi, les 2,4, c'est en ascension de chauffage, avec une surpuissance, puisqu'on voyait bien que la régulation, à un moment donné, s'arrêtait et s'enclenchait. Ça veut dire que les 2,4, il y en avait encore de trop pour chauffer le camping-car à la fin à 25 degrés par 5 degrés extérieurs. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le cheminement. Donc la pompe à chaleur fonctionne bien. À mon avis, elle ne va pas chauffer jusqu'à moins 15, mais jusqu'à 0 degré extérieur. Normalement, ça devrait pouvoir le faire, peut-être même moins 5. Là, il faudrait que je refasse des calculs quand on aura ces températures-là extérieures, parce que plus il fait froid, plus il y aura de dégivrage aussi. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire du climatiseur pompe à chaleur? Eh ben, ça fait du bruit. Et juste au-dessus, comme ça, je vous garantis que c'est bruyant. Alors, si j'avais eu le choix, je l'aurais mis en soute. Et même pas en soute, je l'aurais mis sous le camping-car. Il y a de la place sous le camping-car, mais malheureusement, je ne pouvais pas le faire pour deux raisons. C'est que j'ai mon système hydraulique pour les vérins que je viens de faire poser qui prend de la place. Et en dessous le camping-car, je vais rajouter le système de chauffage gasoil que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc tout ça fait que je n'avais pas la place pour mettre le climatiseur. Sinon je l'aurais fait, parce que déjà, le centre de gravité du climatiseur en partie basse, c'est mieux. Ça laisse de la place pour plus de place sur la toiture, et encore que c'est pas vrai, parce que j'avais le lanterneau, mais enfin pour mettre des panneaux solaires, mais ça permet de garder le lanterneau pour avoir un peu plus de lumière. Donc ça, ce sont les côtés que je dirais qui ne sont pas tellement bons. Dans le bruit, c'est bon. Il faut pas dormir avec ça, c'est carrément clair. Même en clim, à mon avis, ça sera la même chose. Mais au moins, quand on a chaud, on fait tourner ça, on baisse un peu la température le soir, et ça permet de dormir un peu mieux. Et pareil, la journée, quand on est sur le 220, pour maintenir... Parce que quand on est loin de la chambre, ça va très bien. Quand on est ici, comme je suis là, dans l'espace de vie, loin, on est à quoi, 2 mètres, 3 mètres du climatiseur, tout de suite, le niveau sonore, il chute. D'ailleurs, je vais refaire des mesures de niveau sonore pour que vous ayez des choses factuelles. Hein. Puis je vais refaire d'autres mesures aussi sur la climatisation quand il fera chaud. Là, j'en ai déjà fait parce qu'on a eu une poussée de chaleur. On est monté à 32 degrés là au mois de septembre. J'ai fait des enregistrements, mais je ne vais pas vous mettre ça là parce que là, on est reparti encore pour 1 heure. Donc je vais faire un dossier complet, je pense, sur les différents climatiseurs, les avantages, les inconvénients. Alors je ne vais pas aller sur le système adiabatique parce que je l'ai déjà expliqué, puis c'est pas un climatiseur pour moi, mais je vais vous parler déjà du principe de fonctionnement d'un climatiseur à compression, les différents modèles, les modèles Windows, les modèles de toit, les modèles split system, les trucs là qui roulent et puis avec une gaine qui souffle, vous allez voir, c'est une horreur ce truc-là. Bon, enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais ça va prendre trop de temps aujourd'hui. Et puis je commence à être un peu fatigué. Donc, alors, il y a encore un petit souci, je vais juste terminer là-dessus, parce que ça me revient, du climatiseur comme ça en toiture. C'est que on chauffe l'habitacle, mais on ne chauffe pas les soutes. Ça, c'est un problème. Et qu'au niveau répartition de la chaleur, la ventilation a du mal à venir jusqu'ici. On a vu tout à l'heure qu'on tournait en sortie d'appareil à 2 mètres, 2 mètres 20, vitesse mètre seconde. Mais quand on est ici à 3-4 mètres, les vitesses descendent en dessous de 0 mètre. Hein, parce que de 0,5 mètres, je me suis mis ici avec l'anémomètre et là, la vitesse chute. Alors évidemment, on se retrouve avec un gradient de température entre la chambre et cette partie-ci. Alors ce que j'ai fait pour
régler ce problème, c'est que je laisse la ventilation du truma tourner. Comme le truma aspire l'air derrière le siège conducteur pour le répartir partout dans le camping-car, y compris dans les soutes, donc tout ce qu'on chauffe avec le climatiseur en pompe à chaleur, une partie est récupérée et répartie un peu partout dans le camping-car. Alors comme j'ai mis des enregistreurs de température dans les soutes, j'en ai mis un peu partout, on voit ça très bien. Et je reviendrai aussi sur un autre aspect de ce camping-car pilote, un truc qu'ils ont vraiment mal pensé. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis la batterie accessible à l'extérieur avec une porte, hein, où il y a tout le système électrique, les fusibles, tout ça c'est bien, mais en même temps il y a le remplissage d'eau qui est là. Donc au niveau norme, je suis pas trop sûr que ça soit très bien, hein, d'avoir où on peut arriver avec le jet d'eau à côté du 220 à côté. Mais surtout cette partie-là, l'hiver, j'ai mis un enregistreur de température aussi dedans. Ça descend très, surtout quand il fait en ce moment 3 degrés la nuit, ça descend très bas. Alors ça descend pas à 5 degrés dans cette partie-là, mais on n'en est pas loin. Et il faut savoir qu'à partir de 5 degrés, ça commence à poser des problèmes au niveau de la batterie lithium. Peut-être les autres, mais la lithium c'est sûr, au niveau recharge. Bon, on en reparlera, il y a encore plein de choses à dire sur plein de sujets, mais je vais m'arrêter là pour ce soir, ce qui fait nuit maintenant, je ne sais pas si vous voyez, et puis on va revenir sur plein de sujets, mais là, c'était un peu un coup de gueule contre pilotes qui ne veulent pas donner les informations, et je trouve ça vraiment nul, quoi, tout simplement. Ils sont pas commerçants, enfin, quand vous voyez le marchand de climatiseur vous lui posez une question, dans l'heure qui suit, ou dans les 2 heures, j'ai eu la réponse, quoi. C'est dingue. Et puis une réponse précise, nette, il n'y a pas de souci, sans discussion. Voilà. Donc, ce coup de gueule contre pilote est terminé. Si vous allez sur le salon, allez les embêter avec ça. Posez-leur des questions, demandez-leur s'ils fournissent le certificat classe 3. Et puis, tenez-moi informé, ça me ferait plaisir. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.